Je m'appelle Amélia, j'ai 32 ans, et je n'aurais jamais pensé dire ça. Mes parents m'ont poursuivi en justice pour avoir acheté ma propre maison. Oui, vous avez bien lu. Après des années de travail en double poste comme infirmière et d'économie de chaque centime, ma récompense a été une convocation au tribunal. Pourquoi? Parce qu'apparemment, ma maison durement acquise aurait dû revenir à ma sœur Tiffany, qui à 29 ans, n'a jamais gardé un emploi plus de 3 mois. La famille que je pensais célébrer mon accomplissement voulait qu'un juge me la reprenne. Avant de plonger dans la façon dont ma propre famille m'a traîné en justice, faites-moi savoir d'où vous regardez, et appuyez sur j'aime et abonnez-vous si vous vous êtes déjà senti trahi par quelqu'un que vous pensiez être toujours là pour vous. Ayant grandi dans un quartier de classe moyenne à Minneapolis, mon enfance n'a pas été extraordinaire. Mes parents, Thomas et Diane, occupaient tous deux des emplois stables. Papa, un comptable dans un cabinet local, et maman, une institutrice. Nous n'étions pas riches, loin de là, mais nous avions assez. Ce que nous avions en abondance, c'était le contraste entre moi et ma jeune sœur, Tiffany. Dès que je me souviens, j'étais celle qui planifiait. À l'école primaire, j'organisais mes crayons de couleur par nuance et je tenais un petit carnet où j'écrivais mes devoirs. Ma tirelire avait des compartiments pour dépenser, économiser et donner. Pendant ce temps, Tiffany fonctionnait à l'instinct et au charme. Elle oubliait son argent de déjeuner et se retrouvait d'une manière ou d'une autre avec 3 desserts offerts par des camarades de classe qui l'adoraient. Quand elle a cassé la fenêtre de notre voisin en jouant au softball, elle s'est sortie du pétrin avec un sourire et un câlin. Amélia réfléchit à tout, disait mon père, généralement avec approbation, bien que parfois cela sonne comme une accusation de trop réfléchir. Tiffany vit l'instant présent, répondait ma mère, ses yeux doux d'affection pour la spontanéité de ma sœur. Au lycée, nos différences sont devenues plus prononcées. J'ai rejoint le conseil étudiant, fait du bénévolat à l'hôpital local et travaillé les week-ends dans un centre commercial pour économiser pour l'université. Ma chambre était remplie de brochures universitaires dès ma 2e année. Tiffany passait d'un intérêt à l'autre, le théâtre un semestre, la photographie le suivant, puis tout à coup, elle s'intéressait à la mode. Sa chambre était un désordre artistique de projets à moitié terminés, et ses bulletins scolaires comportaient des commentaires d'enseignants comme fait preuve d'un grand potentiel aux côtés de notes préoccupantes. Quand elle a échoué à 2 cours en 3e année, mes parents ont engagé des tuteurs et ont passé des heures à l'aider à étudier. Quand j'ai été admise à la National Honor Society, ils ont dit, eh bien, nous avons toujours su que tu y arriverais, et sont passés à la discussion de la dernière crise de Tiffany. Je ne veux pas avoir l'air amer. Je crois sincèrement que mes parents nous aimaient toutes les deux. Mais en y repensant, je peux voir qu'ils fonctionnaient avec l'hypothèse que je m'en sortirais toujours. Pendant que Tiffany avait besoin de leur attention et de leur soutien constant. L'université a suivi le même schéma. J'ai obtenu des bourses partielles mais j'ai quand même eu besoin de prêts, que j'ai acceptés comme étant ma responsabilité. J'ai choisi un diplôme pratique en soins infirmiers, sachant que le domaine de la santé offrait une stabilité. Tiffany a fréquenté une école d'art coûteuse pendant un semestre avant d'abandonner pour se retrouver. Elle a ensuite essayé le Community College, l'école de beauté et une certification en organisation d'événements, sans jamais rien terminer. Tout au long de ma vingtaine, j'ai travaillé de longues heures au Minneapolis General Hospital. J'ai commencé au service des urgences, un travail exigeant qui demandait une pensée rapide et une résilience émotionnelle. De nombreuses nuits, je rentrais chez moi physiquement et émotionnellement épuisé, après avoir tenu la main de quelqu'un qui rendait son dernier souffle ou avoir aidé à sauver une vie grâce à une action rapide. J'ai obtenu des promotions grâce à un travail dévoué, devenant finalement infirmière responsable à 28 ans. Pendant toutes ces années, j'ai vécu dans un minuscule appartement d'une chambre avec des meubles de seconde main. Je préparais mes déjeuners, limitais mes achats aux nécessités et suivais chaque dollar dans une application de budget. Mon seul plaisir était une cafetière qui broyait les grains frais, car après des équipes de 12 heures, un bon café était médicinal. Pendant ce temps, Tiffany vivait au sous-sol de nos parents sans payer de loyer entre ses diverses tentatives de carrière et de relations. Elle s'enthousiasmait pour un nouveau travail vendeuse dans une boutique, réceptionniste dans un salon, assistante d'une organisatrice de mariage pour ne le quitter que quelques semaines plus tard parce que son patron n'appréciait pas sa créativité ou que ses collègues étaient trop négatifs. Mes parents la réconfortaient, lui assuraient qu'elle était juste trop spéciale pour les emplois ordinaires, et couvraient son assurance automobile, sa facture de téléphone et son argent de poche. Quand j'ai enfin remboursé mes prêts étudiants à 30 ans, je me suis permis de rêver à la propriété. J'ai recherché des quartiers, des taxes foncières et des assurances habitation.
J'ai assisté à des ateliers pour futurs propriétaires au centre communautaire. J'ai créé des feuilles de calcul comparant les taux hypothécaires et les frais de clôture. Après près d'un an de recherche, je l'ai trouvé, une modeste maison de 3 chambres de style craftsman avec une petite cour et un érable devant. Rien d'extravagant, juste une maison solide dans un quartier sûr avec de bonnes écoles à proximité. Pensant à un futur foyer, peut-être. Les propriétaires précédents l'avaient bien entretenu, bien que la cuisine ait besoin d'être modernisée et que les meubles de salle de bain datent du début des années 2000. Mais elle avait de bonnes bases, des parquets sous la moquette, et de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière du matin. Lorsque j'ai été approuvé pour le prêt hypothécaire et que j'ai signé les papiers, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement comme jamais auparavant. À 31 ans, je suis devenu propriétaire grâce à mes propres efforts. Pas d'argent de famille, pas de partenaire pour partager les coûts, juste moi, ma planification méticuleuse et des années d'économie disciplinée. Il y a eu des tensions avec ma famille au fil des ans. Des moments qui m'ont blessé, mais que j'ai mis de côté au nom de l'harmonie familiale. Comme quand mes parents ont manqué ma remise de diplôme de l'école d'infirmière parce que Tiffany avait l'ouverture d'une installation artistique le même week-end. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu gères toujours tout si bien, m'avait dit ma mère au téléphone. Ou les innombrables réunions de famille où le travail temporaire de Tiffany dans un café branché méritait une discussion animée tandis que ma promotion au poste d'infirmière responsable recevait un rapide « c'est bien, ma chère ». Ou le temps où j'ai eu besoin d'une chirurgie dentaire d'urgence et où j'ai demandé à emprunter $700 jusqu'à la paix, pour que mon père me fasse la leçon sur les fonds d'urgence avant de me prêter l'argent à contre-cœur, que j'ai remboursé la semaine suivante. Le même mois, ils ont donné $3000 à Tiffany pour lancer une entreprise de bijoux faits à la main qui a produit exactement 4 colliers avant qu'elle ne passe à sa prochaine inspiration. Mais les familles sont compliquées, et je me disais que mes parents essayaient juste de rencontrer chacun de nous là où il était. J'ai besoin de moins de soutien, donc j'en reçois moins. Cela semblait logique, sinon entièrement juste. Et malgré tout, je les aimais. Je voulais qu'ils soient fiers de moi. Je voulais les rendre fiers de moi quand ils verraient ma nouvelle maison. Je n'imaginais juste pas qu'ils essaieraient de me la reprendre. Le jour de la clôture de la maison était ensoleillé et doux pour avril au Minnesota. Je me souviens avoir traversé les pièces vides après, mais pas résonnant sur les planchers de bois franc, un sentiment de possibilité remplissant l'espace. C'était à moi. Chaque paiement hypothécaire construirait mon capital, au lieu de disparaître dans la poche d'un propriétaire. Je pouvais peindre les murs de la couleur que je voulais. Je pouvais enfin avoir un chien. Ce soir-là, assise sur ma seule chaise pliante dans le salon par ailleurs vide, j'ai appelé mes parents. Je m'attendais à des félicitations, peut-être quelques questions sur le processus de clôture. Peut-être une offre d'aide pour déménager des meubles ou peindre. « Oh, vous avez procédé » dit ma mère avec surprise plutôt qu'excitation. « Oui, j'ai clôturé aujourd'hui. »« Je suis officiellement propriétaire » dis-je, essayant de maintenir mon enthousiasme malgré sa réponse tiède. « C'est bien. »« Tu as dit combien de chambres elle a » demanda-t-elle. « 3. Une pour moi, une pour un bureau à domicile et une chambre d'amis, expliquai-je. C'est beaucoup d'espace pour juste toi. » Il y avait quelque chose d'étrange dans son ton. Mon père a pris le téléphone. « Emplacement bon ? Quelle est la situation de la taxe foncière ? As-tu fait une inspection ? » Ces questions étaient pratiques, mais semblaient davantage une interrogation qu'un intérêt. Cependant, je les ai invités à dîner le week-end suivant pour voir l'endroit. Apporter Tiffany aussi, ajoutai-je, voulant partager ma réussite avec toute ma famille. Quand le dimanche est arrivé, j'avais déballé suffisamment d'articles de cuisine pour cuisiner un bon repas. J'avais emprunté une table et des chaises pliantes à un collègue et acheté une bouteille de champagne pour célébrer. J'avais même accroché une pancarte Home Sweet Home dans l'entrée. Un peu kitsch, peut-être, mais ça me semblait juste. Mes parents sont arrivés précisément à 18h, avec Tiffany qui traînait derrière eux, l'air ennuyé. Après des étreintes perfunctoires, je leur ai fait visiter, en soulignant les caractéristiques que j'aimais et les rénovations que je prévoyais pour l'avenir. Ces armoires sont en bois dur d'origine, il suffit de les revernir, expliquai-je dans la cuisine. Ça a l'air de beaucoup de travail, commenta ma mère en passant un doigt sur le comptoir. Le jardin est plus grand que je ne le pensais, remarqua mon père en regardant par la porte coulissante. L'entretien prendra du temps. Tiffany errait de pièce en pièce avec une expression étrange. Alors, tu as 3 chambres pour toi toute seule ? Ça doit être bien, dit-elle,
sa voix dégoulinant de quelque chose entre l'envie et le dédain. Alors que nous nous mettions à table, j'ai essayé d'orienter la conversation vers des sujets positifs, en m'interrogeant sur les projets de jardinage de mes parents pour le printemps et sur le dernier intérêt de Tiffany. Apparemment, elle envisageait de devenir une influenceuse sur les réseaux sociaux. À la moitié du dîner, mon père s'éclaircit la gorge. Amélia, nous devons discuter de quelque chose à propos de cet achat de maison. Le sérieux de sa voix me fit lâcher ma fourchette. Qu'y a-t-il? Eh bien, il jeta un coup d'œil à ma mère, qui hocha légèrement la tête. Ta mère et moi sommes préoccupés par le moment et, franchement, par l'égoïsme de cette décision. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Égoïsme? Comment acheter ma propre maison est-il égoïste? Ma mère tendit la main pour tapoter la mienne. Chérie, nous avons toujours supposé que puisque tu es si douée avec l'argent et la planification, tu aiderais à sécuriser l'avenir de Tiffany. Elle n'est pas aussi apte que toi en matière financière. Tiffany hocha vigoureusement la tête. Tu sais, j'essaie toujours de trouver ma voie. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Demandai-je, bien qu'une sensation de malaise dans mon estomac me dise que je savais déjà. Nous pensions que quand tu serais prête à acheter une propriété, tu nous consulterais, continua mon père. Peut-être acheter quelque chose qui pourrait aussi accueillir Tiffany, ou même le mettre à vos deux noms pour l'avenir. Je les ai regardés, sans voix pendant plusieurs secondes. Vous vous attendiez à ce que j'achète une maison pour Tiffany avec mon argent, pour mon travail? Pas exactement pour elle, précisa ma mère, mais avec elle à l'esprit. La famille s'occupe de la famille. Amélia, j'économise depuis des années, dis-je lentement, essayant de comprendre cette attente bizarre. Travailler des heures supplémentaires, vivre dans un petit appartement, conduire une voiture avec 320 000 km au compteur. Pendant ce temps, Tiffany vivait sans loyer dans votre sous-sol, recevant un soutien financier jusque dans sa vingtaine. Ce n'est pas juste. Intervint Tiffany, sa voix montant. Tout le monde ne peut pas être parfait comme toi. Certains d'entre nous essaient encore de comprendre les choses. Il n'y a rien de parfait à travailler dur et à être responsable, répliquai-je, sentant la chaleur monter à mon visage. Et je ne suis pas contre aider la famille, mais c'est ma maison. Je l'ai gagnée. L'expression de mon père se durcit. Tu as toujours été égoïste avec ton succès, Amélia. Ta sœur a aussi besoin de stabilité, et tu es en position de la lui fournir. Comment est-ce ma responsabilité de fournir de la stabilité à une femme de près de 30 ans? Demandai-je, sincèrement perplexe. Parce que tu peux. Cria presque Tiffany. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu serais bien dans un appartement. C'est moi qui ai des difficultés. Des difficultés par choix, répondis-je, ma patience s'évaporant. Je t'ai proposé de t'aider à postuler à des emplois, à retravailler ton CV. Nous ne te demandons pas de lui donner de l'argent, interrompit ma mère. Partage juste cette opportunité. Tu pourrais coposséder la maison, la laisser vivre ici. Et qui paierait l'hypothèque, les taxes foncières, l'assurance, les réparations? Demandai-je, connaissant la réponse. Un silence gêné tomba sur la table. C'est ce que je pensais, dis-je calmement. Vous voulez que je travaille et que je paie pendant que Tiffany vit ici gratuitement, tout comme elle l'a fait chez vous? Tu es cruel, dit mon père, poussant son assiette. Tiffany a des talents artistiques qui n'ont pas encore été monétisés. Tout le monde ne rentre pas dans la case de l'entreprise comme toi. Je suis infirmière, papa. Je m'occupe de personnes malades. Ce n'est pas vraiment une affaire d'entreprise, dis-je. Tu sais ce que je veux dire, dit-il avec dédain. Tu t'es toujours intégré dans les systèmes. Tiffany a besoin de plus de soutien pour trouver sa voie. Tiffany avait maintenant les larmes aux yeux. Je savais que tu réagirais comme ça. Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que moi juste parce que tu pouvais suivre les règles et flatter les patrons. Je pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Je ne pense pas être meilleur que toi. Je pense juste que nous avons fait des choix différents, et ces choix ont des conséquences différentes. Ma conséquence est que je peux me permettre cette maison. La tienne est que tu ne peux pas, du moins pas encore. Alors, tu vas simplement être égoïste et tout garder pour toi, demanda ma mère, sa déception évidente. Ce n'est pas égoïste de garder ce que j'ai gagné, dis-je fermement. Ce qui est égoïste, c'est d'attendre que quelqu'un d'autre te fournisse une maison. Le dîner s'est vite détérioré après cela. Mon père m'a traité de cruel et de matérialiste.
Tiffany m'a accusé de ne jamais l'avoir aimée. Ma mère a pleuré et a dit qu'elle m'avait élevé pour me soucier davantage de la famille. Quand ils sont finalement partis, claquant la porte derrière eux, je me suis assise seule dans ma nouvelle salle à manger, entourée de nourriture à moitié mangée et du champagne que je n'avais jamais ouvert. La maison qui semblait si pleine de possibilités ce matin-là me semblait maintenant vide, entachée par leurs demandes et accusations inattendues. J'ai lavé la vaisselle mécaniquement, les larmes coulant silencieusement sur mon visage, me demandant comment mon accomplissement avait pu se transformer en crise familiale. Avais-je vraiment été égoïste? Avais-je eu tort de vouloir les récompenses de mon propre travail acharné? Pour la première fois depuis que j'avais emménagé, je me demandais si cette maison me semblerait un jour vraiment chez moi. Les semaines suivantes se sont déroulées dans un silence inconfortable. J'ai envoyé un SMS à mes parents le lendemain de notre dîner désastreux, je suis désolé que les choses se soient envenimées. Pouvons-nous en parler calmement? Leur réponse est arrivée des heures plus tard, nous avons besoin de temps pour traiter tes choix. J'ai essayé d'appeler 2 fois après cela, mais les conversations étaient brèves et froides. Ma mère répondait par des réponses courtes tandis que mon père refusait de venir au téléphone. Tiffany n'a répondu à aucun de mes messages. Son Instagram, cependant, présentait des publications critiques sur les membres toxiques de la famille et les personnes qui prétendent se soucier mais révèlent ensuite leur vraie nature. Elle ne m'a pas nommé, mais le moment a rendu clair qui elle visait. Pendant ce temps, je me suis consacré à faire de la maison la mienne. J'ai poncé et restauré les armoires de cuisine, peint le salon d'un vert sauge doux et planté des fleurs dans la cour avant. Le travail physique m'a aidé à me distraire de la douleur et de la confusion. Pendant les pauses, je m'asseyais sur ma nouvelle balancelle de Porsche, un cadeau de pendaison de crémaillère pour moi-même, et j'essayais de comprendre le point de vue de ma famille. Oui, j'avais plus de stabilité financière que Tiffany. Oui, la famille devrait se soutenir mutuellement. Mais certainement pas au point de sacrifier tout ce pour quoi j'avais travaillé. Environ 3 semaines après l'incident du dîner, ma cousine Taylor a appelé. « Qu'est-ce qui se passe entre toi et tes parents ?» demanda-t-elle sans préambule. Tante Diane disait à ma mère que tu avais tourné le dos à Tiffany et refusé d'aider la famille. Mon estomac se serra. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Tate et elle dit qu'il s'attendait à ce que j'achète une maison pour Tiffany. Elle a dit quelque chose sur le fait que tu avais de l'espace supplémentaire que tu ne partagerais pas, répondit Taylor, l'air confus. Et que tu as toujours été jalouse de Tiffany d'être la créative. J'ai expliqué la situation réelle, et Taylor a sifflé doucement. C'est dégueulasse. Tu sais, j'adore tante Diane, mais ce n'est pas une attente raisonnable. Après notre conversation, je me suis assise sur mon canapé, me sentant malade. S'il diffusait ce récit à la famille élargie, que disait-il d'autre? Qui d'autre me considérait maintenant comme le méchant? Puis vint la lettre. Je l'ai presque manqué parmi le courrier indésirable habituel et les factures. Une enveloppe d'apparence officielle avec le nom d'un cabinet d'avocats à l'adresse de retour. Perplexe, je l'ai ouverte et j'ai sorti un avis formel m'informant que Thomas et Diane Walker déposaient une plainte civile contre moi concernant la propriété située au 1542 Oakwood Lane. Mes parents me poursuivaient en justice pour ma maison. L'avis citait un accord familial verbal selon lequel je fournirais un logement à ma sœur, Tiffany Walker. Il alléguait en outre que mes parents m'avaient apporté une aide financière tout au long de ma vie adulte, avec l'entendement que ces fonds seraient éventuellement destinés à une maison familiale qui bénéficierait à leurs 2 filles. J'ai dû le lire 3 fois avant que la réalité ne s'impose. Ce n'était plus seulement un désaccord familial. C'était une bataille juridique. Cette nuit-là, j'ai vécu ma première crise d'anxiété généralisée. Assise sur le sol de ma salle de bain à 2 heures du matin, je ne pouvais pas reprendre mon souffle, mon cœur battant si vite que j'étais certaine d'avoir une crise cardiaque. Après 20 minutes terrifiantes, les symptômes physiques ont disparu, me laissant épuisé et plus effrayé que jamais. Le lendemain au travail, je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai failli administrer le mauvais médicament à un patient avant que ma collègue Nathalie ne le remarque et ne m'arrête. Pendant notre pause déjeuner, elle m'a prise à part. « Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu n'es pas toi-même. » Je me suis effondré et je lui ai tout raconté. Nathalie a écouté sans interrompre, son expression passant de la surprise à l'indignation. « Tu as besoin d'un avocat » dit-elle fermement. Ma sœur a traversé un divorce difficile l'année dernière. Son avocate, Lisa Bryce, était incroyable, compatissante mais dure. Je vais lui envoyer ton numéro. Cet après-midi-là, j'ai appelé pour être absente le lendemain et j'ai programmé une consultation avec Lisa Bryce.
Son bureau était dans une maison victorienne convertie au centre-ville, chaleureuse et professionnelle sans être intimidante. Lisa elle-même était une femme d'une cinquantaine d'années aux yeux vifs et à l'attitude sans fioriture qui m'a immédiatement mise à l'aise. J'ai expliqué la situation, lui montrant l'avis juridique et les messages textes entre ma famille et moi. « Soyons honnêtes avec toi », dit Lisa après avoir tout examiné. « Cette affaire est juridiquement sans fondement. Les accords verbaux concernant la propriété nécessitent généralement une forme de documentation pour être exécutoires, et les dons sont présumés être des dons à moins qu'ils n'en soient explicitement stipulés autrement au moment de leur réception. Cependant, ajouta-t-elle en levant un doigt, cela ne signifie pas que vous pouvez ignorer cela. Ils ont intenté une procédure judiciaire, et vous devez y répondre de manière appropriée. Alors, que se passe-t-il ensuite ? Demandai-je, me sentant un peu soulagée mais toujours anxieuse. Ils ont déposé une plainte. Nous déposerons une réponse niant leurs allégations. Il y aura probablement une phase de découverte où les deux parties partageront des preuves, puis peut-être une médiation, et si cela échoue, une audience. Elle a mentionné son tarif horaire, ce qui m'a fait grimacer malgré avoir anticipé le coup. C'est beaucoup en plus d'une nouvelle hypothèque, j'ai admis. Lisa hocha la tête avec sympathie. Malheureusement, la défense juridique est rarement bon marché. La bonne nouvelle, c'est que si leurs allégations sont aussi infondées qu'elles le paraissent, nous pourrons peut-être demander au tribunal de leur faire payer vos frais juridiques. Je suis sorti de son bureau avec un mélange d'émotions, le soulagement d'avoir des conseils professionnels, la colère que ma famille m'ait mise dans cette situation, et une profonde tristesse que notre relation se soit détériorée à ce point. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, rejouant des souvenirs de l'enfance à l'âge adulte, cherchant des signes que j'avais manqués. Mes parents m'avaient-ils toujours considéré simplement comme une future pourvoyeuse pour Tiffany ? Leur fierté pour mes réalisations avait-elle jamais été sincère, ou n'étais-je qu'une ressource financière potentielle depuis le début ? Pour la première fois, je me demandais si je connaissais vraiment ma famille. Le procès a commencé à affecter tous les aspects de ma vie. J'ai perdu 2,3 kg en 2 semaines parce que mon estomac était constamment noué. Des cernes sont apparues sous mes yeux par manque de sommeil. J'ai commencé à faire de petites erreurs au travail. Rien de dangereux pour les patients, mais assez pour que mes collègues le remarquent. Mon superviseur, Jordan, m'a appelé dans son bureau après que j'ai manqué une réunion d'équipe. « Amelia, tu as toujours été l'une de nos infirmières les plus fiables. Quoi qu'il se passe, cela affecte clairement ton travail. As-tu besoin de parler à quelqu'un ?» Je lui ai donné une version simplifiée de la situation, et il a immédiatement approuvé une semaine de congé personnel d'urgence. « Les soins aux patients doivent passer avant tout, dit-il gentiment. Et tu ne peux pas fournir des soins appropriés quand tu es si distraite. Prends le temps dont tu as besoin pour régler ça. » J'ai passé cette semaine à rencontrer Lisa, à rassembler des dossiers financiers et à essayer de me préparer émotionnellement à ce qui allait arriver. Le processus de découverte a révélé des détails qui ressemblaient à de nouvelles trahisons à chaque nouveau document. Les messages textes entre mes parents et Tiffany obtenus par le processus de découverte légale montraient qu'ils planifiaient cela depuis des mois. Dans un échange de février, ma mère a écrit, Amelia a mentionné qu'elle cherchait une maison. Nous devons discuter de l'avenir de Tiffany avant qu'elle ne prenne des décisions. Mon père a répondu, d'accord. Amelia a toujours compris sa responsabilité envers sa famille. Nous devons juste la lui rappeler. Responsabilité. Le mot brûlait dans mon esprit. Pas l'amour, pas la connexion, la responsabilité. Encore plus révélateur, un message de Tiffany à mes parents après que j'ai annoncé avoir trouvé la maison, lui as-tu déjà parlé de moi vivant là-bas ? Elle a besoin de comprendre que c'est l'attente. Attente comme si ma décennie de travail acharné et d'épargne avait été pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Mes dossiers financiers montraient clairement que tout l'argent que mes parents m'avaient jamais donné au cadeau d'anniversaire, aide occasionnelle pour les réparations de voitures, prêt pour urgence dentaire avait été explicitement donné comme cadeau, ou dans le cas du prêt, rapidement remboursé. Il n'y avait aucune preuve d'un accord selon lequel ces fonds étaient destinés à une future maison familiale. Le plus troublant fut ce que nous avons découvert sur la situation actuelle de Tiffany. Par diverses procédures judiciaires et vérifications d'antécédents, Lisa a découvert que Tiffany avait accumulé des dettes de jeu importantes au cours de la dernière année. Apparemment, sa dernière passion était le poker en ligne. Elle avait utilisé 3 cartes de crédit au maximum et faisait face à une expulsion potentielle d'un appartement que j'ignorais même qu'elle avait loué. La chronologie suggérait que cette crise financière était la motivation probable derrière l'urgence soudaine de sécuriser son logement par mon intermédiaire.
Ils utilisent le système juridique pour résoudre les problèmes que Tiffany s'est créés, dit Lisa lors d'une de nos réunions de préparation. Malheureusement, cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Les litiges financiers familiaux peuvent faire ressortir le pire chez les gens. La première comparution au tribunal était pour une audience préliminaire. Entrer dans la salle d'audience et voir ma famille de l'autre côté semblait surréaliste. Mes parents étaient assis rigides, évitant mon regard. Tiffany, habillée plus formellement que je ne l'avais jamais vue, me lançait des regards suffoqués pendant qu'elle murmurait à leur avocat, un homme à l'air élégant dans un costume cher. Le juge Catherine Harris, une femme dans la soixantaine aux cheveux argentés et portant des lunettes de lecture sur son nez, a examiné les premières déclarations avec un scepticisme évident. Monsieur Brennan, s'adressa-t-elle à l'avocat de mes parents, votre plainte allègue un accord verbal concernant la copropriété, mais ne fournit aucune documentation d'un tel accord. Pouvez-vous élaborer sur la nature de cet arrangement présumé? Monsieur Brennan a lancé un discours fleuri sur les ententes familiales et les accords implicites au sein de la structure familiale Walker, affirmant qu'en tant que fille la plus prospère financièrement, on s'attendait toujours à ce que je subvienne aux besoins de ma sœur artistiquement douée mais financièrement vulnérable. Le juge Harris ne semblait pas impressionné. Et ces contributions financières que vous prétendez avoir été faites en vue d'une future propriété commune. Avez-vous des relevés indiquant qu'il s'agissait de prêts plutôt que de dons? Votre honneur, dans les situations familiales, la documentation formelle des prêts est souvent négligée au profit d'une compréhension mutuelle, répondit-il avec aisance. Le juge le regarda par-dessus ses lunettes. Monsieur Brennan, ce tribunal traite des preuves, pas des suppositions de compréhension mutuelle. Néanmoins, continua-t-elle, compte tenu de la nature familiale de ce litige, j'ordonne une médiation obligatoire avant de poursuivre. Les deux parties assisteront à une médiation avec le médiateur judiciaire Phillips dans les 30 jours. Lisa m'avait préparé à cette possibilité. La médiation est courante dans les litiges familiaux, m'avait-elle expliqué. Le tribunal préfère que les familles règlent leurs différends sans procès si possible. La séance de médiation était prévue pour la semaine suivante au palais de justice du comté. Le médiateur, Alan Phillips, était un ancien juge des affaires familiales avec une attitude calme et grand-parentale. Il a commencé par expliquer que la médiation était confidentielle et que son rôle n'était pas de décider qui avait raison, mais de nous aider à parvenir à une résolution mutuellement acceptable. Maintenant, dit-il, en regardant entre moi et mes parents, essayons de trouver un terrain d'entente. Qu'est-ce que chaque partie considérerait comme une issue satisfaisante? Mon père a parlé le premier. Nous pensons qu'Amelia devrait soit transférer la propriété pour inclure le nom de Tiffany, soit la vendre et utiliser le produit pour acheter deux propriétés plus petites, une pour chaque fille. Je l'ai regardé, incrédule. J'ai la maison depuis moins de 2 mois. La vendre signifierait perdre de l'argent sur les frais de clôture et les frais, et j'ai déjà commencé des rénovations. Le médiateur hocha la tête. Miss Walker, quelle résolution considéreriez-vous comme raisonnable? Je pris une profonde inspiration. J'ai travaillé des années pour acheter cette maison. Je ne crois pas avoir l'obligation de la céder. Cependant, je serais prête à aider Tiffany avec le premier et le dernier mois de loyer d'un appartement pour lui donner un nouveau départ. C'était plus qu'elle ne méritait après ce procès, mais j'espérais toujours une voie vers la réconciliation familiale. C'est insultant. Intervint Tiffany avant que le médiateur ne puisse répondre. Le premier et le dernier mois de loyer? Je mérite la sécurité, pas une aumône temporaire. Tu mérites ce pourquoi tu travailles, répondis-je, ma colère montant malgré mes meilleures intentions de rester calme. Comme tout le monde dans le monde. Mesdemoiselles, s'il vous plaît, dit monsieur Phillips, levant les mains. Gardons cela productif. Il n'y a rien de productif dans l'égoïsme de ma sœur, lança Tiffany en se levant. Elle a toujours pensé qu'elle était mieux que moi parce qu'elle pouvait suivre les règles et s'intégrer dans des cases. Certaines d'entre nous sont différentes. Certaines d'entre nous ont des dons que le monde ne valorise pas monétairement. Et certaines d'entre nous doivent payer leurs propres factures en découvrant leurs dons, répliquai-je. Le visage de Tiffany se déforma. Tu sais quoi? Garde ta précieuse maison. Je ne veux rien de toi de toute façon. Elle sortit en trombe, claquant la porte derrière elle. Mes parents échangèrent des regards avant que ma mère ne dise calmement, je pense que nous devons nous réunir une autre fois. Le médiateur soupira. Je noterai dans mon rapport que la médiation a été tentée mais n'a pas abouti. L'affaire devrait probablement procéder à une audience formelle. En quittant le palais de justice, j'ai vu Tiffany sur le parking fumer une cigarette et parler animement au téléphone.
Nos regards se croisèrent brièvement avant qu'elle ne détourne le regard, mais pas avant que je n'aperçois le regard déterminé sur son visage. Ce n'était pas fini. En fait, ça allait s'aggraver. Le jour de l'audience est arrivé avec un sentiment de finalité. Soit ma famille réussirait à prendre ce pourquoi j'avais travaillé, soit elle échouerait. Mais quoi qu'il en soit, notre relation ne serait plus jamais la même. La salle d'audience était presque vide, à l'exception de quelques assistants juridiques et d'un couple attendant leur propre affaire. Lisa et moi étions assis à une table, tandis que mes parents, Tiffany et Monsieur Brennan occupaient l'autre. La distance physique entre nous, juste quelques mètres de parquet poli, semblait symbolique du gouffre émotionnel qui s'était creusé. Le juge Harris est entré, et nous nous sommes tous levés. Après les formalités, elle a demandé à l'avocat de mes parents de présenter leur cas en premier. Monsieur Brennan s'est approché du banc avec une confiance pratique. Votre honneur, il s'agit d'une affaire d'obligation familiale et de promesses faites. Thomas et Diane Walker ont élevé 2 filles aux forces très différentes. Amelia, l'aînée, a été bénie de compétences organisationnelles et d'acuité financière. Tiffany, la plus jeune, possède des talents créatifs extraordinaires mais rencontre des défis dans les environnements de travail traditionnels. Je me suis empêché de rouler des yeux alors qu'il continuait, me dépeignant comme la sœur calculatrice et froide qui avait toujours été jalouse de l'esprit artistique de Tiffany et qui avait délibérément rompu une entente familiale selon laquelle mon succès financier bénéficierait à nous deux. Mes parents ont témoigné ensuite, mon père parlant de la façon dont ils avaient investi dans mon avenir avec l'entente que je garantirais un logement pour les 2 filles. Ma mère, décrivant en larmes comment il nous avait toujours appris à partager, a présenté des photos de famille soigneusement sélectionnées de Tiffany et moi enfants partageant des jouets, et de moi adolescente aidant Tiffany avec ses devoirs, comme preuve de l'étau familial de soutien mutuel. Quand Tiffany est montée à la barre, elle a donné une performance digne des cours de théâtre qu'elle avait brièvement suivis. D'une voix tremblante et essuyant occasionnellement ses yeux avec un mouchoir en papier, elle a décrit des conversations que nous aurions eues sur le fait de vivre ensemble un jour. Amelia m'a promis quand nous étions au lycée qu'elle prendrait toujours soin de moi, a-t-elle affirmé. Elle a dit, quand j'achèterai une maison un jour, tu auras toujours une place. J'ai compté sur cette promesse pendant des années. Lisa prenait des notes tout au long de leur témoignage, se penchant occasionnellement pour murmurer des éclaircissements ou des points de litige. Quand ce fut notre tour, elle s'est levée et s'est adressée au juge. Votre honneur, ce que nous avons entendu aujourd'hui est une réinterprétation créative des dynamiques familiales pour justifier une réclamation déraisonnable sur la propriété de ma cliente. Les plaignants n'ont présenté aucune preuve d'un accord, verbal ou autre, concernant la maison de Miss Walker. Au lieu de cela, ils ont présenté un récit d'attentes familiales qui n'ont aucune valeur en droit des contrats. Elle m'a ensuite appelé à témoigner. D'une voix stable, j'ai présenté mes dossiers financiers, montrant comment j'avais économisé pour la mise de fonds. Chaque garde supplémentaire, chaque décision budgétaire, documentée. J'ai expliqué que toute aide financière de mes parents avait été clairement donnée comme cadeau ou prêt qui avait été rapidement remboursé. Lisa a ensuite présenté des preuves des fois où j'avais essayé d'aider Tiffany professionnellement, des emails montrant que je lui avais envoyé des offres d'emploi, proposé de revoir son CV, et même mis en contact avec un administrateur infirmier qui avait besoin d'aide administrative. Loin d'abandonner sa sœur, Miss Walker lui a maintes fois offert une aide pratique, que Miss Tiffany Walker a constamment refusée, a souligné Lisa. Les preuves les plus accablantes sont venues ensuite. Lisa a présenté des messages textes obtenus lors de la découverte, des messages que Tiffany ne savait pas que nous avions. Dans l'un d'eux, envoyé à un ami quelques jours avant le dépôt de la plainte, Tiffany avait écrit « Ne vous inquiétez pas pour la situation de l'appartement. Mes parents font pression sur Amelia pour qu'elle me laisse vivre dans sa nouvelle maison. Elle n'a pas encore accepté, mais ils sont convaincus qu'ils peuvent la faire céder. Il n'y a jamais eu d'accord comme celui qu'ils prétendent, mais Amelia finit toujours par céder. » Monsieur Brennan a objecté, affirmant que le message était sorti de son contexte, mais le juge Harris a rejeté son objection. Ensuite, la bombe financière. Lisa a présenté des relevés bancaires montrant que mes parents avaient refinancé leur maison 3 mois plus tôt, retirant $50 000 de capital, et que $30 000 de cela avaient été transférés à Tiffany dans les semaines précédant le procès. Votre honneur, a déclaré Lisa, les plaignants ont affirmé tout au long de cette procédure qu'ils étaient préoccupés par la sécurité du logement de leur plus jeune fille. Pourtant, ces relevés financiers montrent qu'ils avaient les moyens de résoudre cette préoccupation directement. Au lieu de cela, ils ont donné à Miss Tiffany Walker une somme substantielle qui semble avoir disparu, puis ont intenté ce procès contre sa sœur.
Le juge Harris fronça les sourcils, étudiant les relevés bancaires. Monsieur Brennan, vos clients ont-ils divulgué ce refinancement et ce transfert de fonds lors de la découverte? Votre honneur, ces transactions n'étaient pas liées à cette affaire, a-t-il commencé, mais le juge l'a interrompu. Je déterminerai ce qui est pertinent, conseil. Le tribunal note que ces transactions financières auraient dû être divulguées. Tiffany, qui chuchotait urgemment à mes parents, s'est soudainement levée. Ce n'était pas leur faute. S'est-elle exclamée. J'avais besoin de l'argent pour des dettes, et ensuite j'avais encore besoin d'un endroit où vivre. C'est moi qui les ai convaincus qu'Amelia devait partager sa maison. Mademoiselle Walker, veuillez vous asseoir, dit vivement le juge Harris. Si vous souhaitez faire une déclaration, vous devrez retourner à la barre des témoins et être réinterrogé. Tiffany s'est effondrée sur sa chaise, les larmes coulant sur son visage, de vraies larmes cette fois. Ma mère a mis un bras autour d'elle tandis que mon père regardait droit devant lui, son expression illisible. Après la conclusion de tous les témoignages, le juge Harris a appelé une brève interruption pour examiner les preuves. Quand elle est revenue, son expression était sévère. Ayant examiné tous les témoignages et preuves présentés, ce tribunal ne trouve aucune base légale pour la réclamation du plaignant contre Amelia Walker concernant la propriété située au 1542 Oakwood Lane. Il n'y a aucune preuve crédible d'un accord, implicite ou explicite, selon lequel Miss Walker fournirait un logement à sa sœur ou que les dons parentaux étaient conditionnels à un tel arrangement. Le soulagement m'a envahi alors qu'elle continuait. De plus, le tribunal est troublé par la tentative apparente d'utiliser le système juridique pour faire respecter des attentes familiales déraisonnables. La défendresse a démontré qu'elle a acheté sa maison par des moyens légitimes en utilisant ses propres revenus et économies. La réclamation du plaignant est rejetée avec préjudice. Elle a fait une pause, regardant directement mes parents. De plus, compte tenu des conclusions de ce tribunal concernant le bien-fondé de cette affaire, la demande de la défenderesse pour des honoraires d'avocat est accordée. Les plaignants rembourseront à la défenderesse les frais juridiques raisonnables engagés pour se défendre contre cette action sans fondement. Tiffany a laissé échapper un sanglot et s'est précipitée hors de la salle d'audience. Ma mère avait l'air d'avoir été frappée. Le visage de mon père était devenu pâle. Lisa m'a serré le bras. C'est fini, a-t-elle murmuré. Tu as gagné. Mais en regardant mes parents, qui ne pouvaient pas croiser mon regard, je me demandais exactement ce que j'avais gagné et à quel prix. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking du palais de justice pendant près d'une heure après la fin de l'audience, incapable de conduire, même incapable d'appeler qui que ce soit pour partager la nouvelle. La victoire semblait creuse. Oui, j'avais gardé ma maison. Oui, le juge avait vu clair dans les manipulations de ma famille. Mais j'avais perdu quelque chose de précieux dans le processus, la confiance des personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Nathalie. Comment ça s'est passé? Tu as besoin de compagnie ce soir? J'ai répondu avec des mains tremblantes, j'ai gagné le procès. J'aurais bien besoin d'une amie. Ce soir-là, Nathalie a apporté des plats à emporter et du vin chez moi. Nous nous sommes assis sur des cartons de déménagement dans mon salon encore peu meublé, et je lui ai tout raconté, la décision du juge, l'explosion de Tiffany, les expressions vaincues de mes parents. Tu sais, tu n'as rien fait de mal, n'est-ce pas, dit Nathalie en me resservant un verre. Toute cette situation est absurde. Aucune personne rationnelle ne s'attendrait à ce que tu donnes ta maison à ta sœur. Je sais, dis-je, bien qu'une partie de moi se demandait encore s'il y avait quelque chose que j'aurais pu faire différemment. C'est juste difficile d'accepter que ma famille préférerait me poursuivre en justice plutôt que de se réjouir pour moi. Certaines familles sont toxiques, dit-elle sans embâche. Et parfois, la chose la plus saine est la distance. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un email de Lisa. L'objet disait « Félicitations » et le message exprimait sa satisfaction du résultat tout en décrivant les prochaines étapes pour recouvrer les honoraires d'avocat. C'était professionnel et optimiste, exactement ce qu'un avocat devrait envoyer à un client victorieux. Pourtant, cela ne faisait que souligner à quel point cette victoire était stérile. Ce soir-là, alors que je déballais enfin des livres sur les étagères encastrées de mon salon, une caractéristique qui m'avait fait tomber amoureuse de la maison au départ, j'ai réalisé que c'était la première fois depuis le début du procès que je pensais à la maison comme à un foyer, plutôt qu'au sujet d'une bataille juridique. 2 semaines après l'audience, la sonnette a retenti un samedi après-midi. Je l'ai ouverte pour trouver mon père sur le porche, plus âgé que je ne me souvenais. « Puis-je entrer » demanda-t-il, sa voix manquant de sa confiance habituelle.
J'ai hésité, puis j'ai reculé pour le laisser entrer. Nous nous sommes assis dans un silence gêné dans mon salon nouvellement meublé avant qu'il ne parle enfin. La maison est belle. Tu as fait du bon travail ici. Merci, répondis-je sèchement, attendant ce qu'il avait vraiment à dire. Il soupira lourdement. Amélia, je te dois des excuses. Ce que nous avons fait, te poursuivre en justice, c'était mal. Je le vois maintenant. Tu le vois? Demandai-je, incapable de garder le scepticisme dans ma voix. Ta mère? Et je me suis laissé entraîner dans les problèmes de Tiffany. Elle est venue nous voir en panique à propos de ses dettes, parlant de prêteurs usuriers et de menaces, et nous avons réagi par peur. Nous lui avons donné l'argent du refinancement, mais ce n'était pas suffisant. Quand elle a découvert que tu achetais une maison, il s'est arrêté, secouant la tête. Elle nous a convaincus que tu avais la responsabilité de l'aider, que c'était la seule solution. Et tu pensais que c'était raisonnable? Demandai-je, que je devrais lui donner ma maison pour ses dettes de jeu. Il tressaillit. Nous ne savions pas pour le jeu alors. Elle nous a dit que c'était des investissements commerciaux qui avaient mal tourné. Il baissa les yeux sur ses mains. Mais tu as raison. Même si cela avait été vrai, ce n'était pas ta responsabilité de régler ça. Nous avons eu tort de l'attendre et encore plus tort d'essayer de la forcer par les tribunaux. Une partie de moi voulait accepter ses excuses, commencer à reconstruire la relation. Une autre partie restait méfiante. Où sont maman et Tiffany dans tout ça? Ta mère est encore en train de traiter tout ça. Elle a du mal avec son rôle dans ce gâchis. Et Tiffany, secoua-t-il la tête encore, après l'audience, elle a admis le jeu. Elle est entrée dans un programme de traitement en Utah. 30 jours, puis thérapie ambulatoire. Je hochai lentement la tête, digérant cette information. Je suis contente qu'elle reçoive de l'aide. Je veux que tu saches, ajouta-t-il, nous payons tes frais juridiques directement. Le chèque est déjà en route chez ton avocat. C'est le moins que nous puissions faire. Après son départ, je me sentais partagé. Ses excuses semblaient sincères, mais elles n'effaçaient pas la trahison. Et son explication selon laquelle ils ont été manipulés par Tiffany déplaçait le blâme plutôt que d'accepter la pleine responsabilité de leurs actions. Une semaine plus tard, j'ai reçu un SMS de ma mère me demandant de prendre un café. Nous nous sommes rencontrés dans un lieu neutre, un café à mi-chemin entre chez moi et chez eux. Elle avait l'air fatiguée, son apparence habituelle parfaite légèrement négligée. Je suis désolé, dit-elle immédiatement, avant même de s'asseoir. Nous n'aurions jamais dû t'emmener au tribunal. C'était une terrible erreur. Alors que nous parlions, elle a expliqué sa version des événements, similaire à celle de mon père, mais avec plus d'émotion. Les larmes ont coulé alors qu'elle décrivait comment Tiffany avait joué sur leur peur, les convainquant que j'avais toujours été secrète et égoïste avec l'argent. Elle nous a montré des SMS de toi qui avaient été modifiés, admit ma mère. Il donnait l'impression que tu avais promis d'aider avec le logement et que tu avais ensuite rompu ta parole. J'aurais dû le savoir mieux. J'aurais dû te parler directement. Oui, tu aurais dû, ai-je dit, pas prête à l'absoudre complètement. Peux-tu jamais nous pardonner, demanda-t-elle, tendant la main vers la mienne à travers la table. Je n'ai pas retiré la mienne, mais je n'ai pas non plus serré la sienne. Je ne sais pas, maman. Je veux bien, mais ce n'est pas quelque chose que je peux simplement oublier. Tu as essayé de me prendre ma maison, quelque chose pour lequel j'ai travaillé des années. Tu as pris le parti des mensonges de Tiffany sans même demander mon avis. Cela prendra du temps à guérir, si jamais cela arrive. Je comprends, dit-elle calmement. J'espère juste que nous pourrons recommencer à reconstruire, même si c'est lentement. Alors que nous nous séparions, elle m'a demandé si elle pourrait revoir la maison un jour. Quand tu seras prête, peut-être, lui ai-je dit. Et je le pensais. Mais je savais aussi qu'il faudrait beaucoup de temps avant que j'invite un membre de ma famille dans mon espace à nouveau. La partie la plus étrange de l'après-coup fut la façon dont ma vie s'est à la fois contractée et dilatée. J'ai perdu l'hypothèse confortable que ma famille serait toujours là pour moi, mais j'ai acquis une appréciation plus profonde pour les amis qui m'ont soutenu tout au long de l'épreuve. Nathalie et moi avons commencé à faire des dîners hebdomadaires chez l'un ou l'autre. Mon collègue Jordan m'a invité à rejoindre sa famille pour des barbecues le dimanche. J'ai noué des liens avec des voisins qui m'ont aidé à installer un jardin dans ma cour arrière, et j'ai adopté un chien de refuge, un doux golden retriever croisé que j'ai nommé Chance, qui est devenu mon compagnon constant. J'ai aussi commencé une thérapie,
travaillant sur les émotions complexes de la trahison familiale avec le docteur Mercé, qui s'est spécialisé dans les traumatismes familiaux. Ce que vous vivez est une forme de deuil, m'a-t-elle expliqué lors d'une séance. Vous pleurez la relation familiale que vous pensiez avoir tout en acceptant la réalité de ce qu'elle était réellement. Avec ces conseils, j'ai commencé à comprendre que le comportement de mes parents n'était pas de ma faute. Que leur incapacité à fixer des limites avec Tiffany et leur volonté de sacrifier mes intérêts pour les siens reflétait leurs problèmes, pas ma valeur. Le travail est redevenu un refuge plutôt qu'une source de stress. 6 mois après l'affaire judiciaire, j'ai postulé et obtenu une promotion au poste de coordonnatrice de l'éducation infirmière, un rôle qui me permettait de partager mon expérience avec les nouvelles infirmières et de réduire les exigences physiques des soins infirmiers sur le terrain. Et lentement, j'ai fait de la maison la mienne. J'ai remplacé les meubles de salle de bain, peint chaque pièce avec des couleurs que j'aimais, et planté des vivaces qui reviendraient année après année. J'ai construit une vie qui ne tournait pas autour de l'approbation ou des attentes familiales. Une vie qui reflétait mes valeurs et mes choix. Quant à Tiffany, elle est restée un fantôme dans ma vie, présente dans la mémoire et l'histoire familiale, mais absente en réalité. J'ai entendu par ma mère qu'elle avait terminé le programme de traitement et trouvé un emploi d'assistante administrative dans un centre d'art communautaire. Elle vivait dans un petit appartement et assistait aux réunions des joueurs anonymes 2 fois par semaine. Je me réjouissais de ses progrès, mais je n'étais pas prête à un contact direct. Ma relation avec mes parents est entrée dans une nouvelle phase, prudente, limitée, mais pas complètement rompue. Nous parlions au téléphone occasionnellement. Je les rencontrais pour déjeuner toutes les quelques semaines, toujours dans des lieux publics. Ils respectaient mes limites, ne demandant jamais à visiter la maison à moins que je ne leur propose, ne mentionnant jamais Tiffany sauf si c'était pertinent pour la conversation. Les blessures guérissaient, mais les cicatrices resteraient toujours des rappels visibles d'une leçon douloureuse sur la famille, les limites et le véritable sens de la maison. 6 mois après l'affaire judiciaire, j'ai organisé ma première vraie fête. Rien d'extravagant, juste un rassemblement d'amis du travail, de voisins avec qui j'étais devenu proche, et de quelques nouvelles connaissances de mon cours de poterie, un passe-temps que j'avais commencé comme moyen de soulager le stress pendant le procès. Nous avons fait des grillades dans le jardin, joué à des jeux de société dans le salon et partagé des histoires sur le porche tard dans la soirée. En regardant ces gens qui avaient choisi d'être dans ma vie, qui célébraient mes succès sans ressentiment, j'ai réalisé que je construisais quelque chose de plus précieux qu'une simple maison. Je créais un foyer rempli de liens authentiques. Quand le premier anniversaire de ma propriété est arrivé, j'ai pris un jour de congé personnel et je l'ai passé à réfléchir. Je me suis assise dans chaque pièce de la maison, appréciant les transformations. Murs maintenant peints dans des couleurs que j'aimais. Meubles arrangés pour le confort plutôt que pour l'apparence. Photos d'amis et de voyages affichés en évidence. J'avais remplacé les comptoirs de la cuisine par du bois de boucher, installé des étagères pour ma collection croissante de livres de cuisine, et converti la plus petite chambre en un coin lecture douillet avec une banquette surplombant le jardin. Mes séances de thérapie avec le docteur Mercé m'avaient aidé à comprendre que les dynamiques familiales avec lesquelles j'avais grandi n'étaient pas saines. Tu as été casté dans le rôle de la personne responsable, m'a-t-elle expliqué, ce qui peut sembler être un compliment, mais cela s'accompagnait d'attentes déraisonnables. Tes réalisations n'étaient pas célébrées parce qu'elles étaient attendues, tandis que les plus petits efforts de ta sœur recevaient des louanges parce que les attentes pour elle étaient si basses. Cette perspicacité m'a aidé à voir que le comportement de mes parents n'était pas une trahison soudaine, mais la manifestation extrême de schémas qui existaient tout au long de mon enfance. Ils avaient toujours privilégié les besoins et les désirs de Tiffany, la considérant comme nécessitant une protection tout en me considérant comme autosuffisante. L'ironie, a noté le docteur Mercé, est qu'en te traitant comme la personne forte qui avait besoin de moins de soutien, ils ont peut-être contribué à créer cette force en toi, la résilience même qui t'a permis de traverser cette épreuve. Comprendre ne signifiait pas pardonner, mais cela m'a aidé à aller de l'avant. J'ai établi des limites claires avec mes parents. Nous pouvions reconstruire une relation, mais ce serait à de nouvelles conditions, pas de discussion financière, pas de comparaison entre Tiffany et moi, pas de conseils non sollicités sur mes choix de vie. Ma mère a d'abord eu du mal avec ses limites. J'essaie juste de participer à ta vie, a-t-elle protesté lorsque j'ai refusé de discuter de ma stratégie d'investissement lors d'un déjeuner. Il y a une différence entre participer et dépasser les bornes, ai-je expliqué gentiment mais fermement. Nous pouvons parler de mon travail, de mes amis, de mes passe-temps, mais mes finances sont privées. Progressivement, elle s'est adaptée, trouvant de nouvelles façons de se connecter qui respectaient mon autonomie. Mon père, étonnamment, s'est adapté plus facilement.
Tu as gagné le droit de fixer tes propres conditions, a-t-il dit lors d'une de nos conversations. Je ne comprendrai peut-être pas toujours tes limites, mais j'essaierai de les respecter. Quant à Tiffany, je ne l'ai ni vue ni parlé pendant près de 2 ans après l'affaire. Puis un samedi matin, je l'ai croisée au marché fermier du centre-ville. Je l'ai presque pas reconnue. Sa mode habituellement dramatique avait été remplacée par un simple jean et un pull, ses cheveux sauvages tirés en une queue de cheval pratique. « Amélia, dit-elle, visiblement aussi surprise que moi. Salut. Nous sommes restés maladroitement parmi les étals de fruits et légumes frais et de pain artisanal. Enfin, j'ai réussi, dit-elle. Comment vas-tu? Mieux, répondit-elle. Je travaille maintenant à temps plein au centre d'art communautaire, j'enseigne des cours pour enfants et je fais du travail administratif. C'est bien, dis-je, le pensant sincèrement. L'enseignement avait toujours été là où son énergie créative brillait le plus, même si ce fut brièvement. Je suis désolé, dit-elle soudain, d'une voix basse. Pour tout ce qui concerne la maison, le procès. J'étais dans une situation terrible, mais ce n'est pas une excuse. Ce que j'ai fait, ce que j'ai convaincu maman et papa de faire, c'était mal. Ce n'étaient pas des excuses parfaites. Il y avait encore une nuance de justification dans sa référence à être dans une situation terrible, mais c'était plus de responsabilité que je n'en avais jamais entendu d'elle auparavant. Merci de le dire, répondis-je, pas tout à fait prête à dire, je te pardonne, mais reconnaissant son effort. Ta maison, dit-elle avec hésitation. Elle est belle? Es-tu heureuse là-bas? Oui, répondis-je simplement. C'est exactement là où je suis censé être. Nous nous sommes séparés avec une demi-accolade maladroite et une promesse de nous rattraper un jour que nous savions tous les deux qu'elle ne se réaliserait peut-être pas. Mais la rencontre m'a laissé plus léger, comme si un chapitre s'était enfin refermé. Au fil du temps, j'ai développé une nouvelle compréhension de la famille, une qui englobait les liens choisis ainsi que les liens du sang. Mon amie Nathalie et son mari m'ont invité pour toutes les grandes fêtes. Ma voisine, Madame Chen, m'a appris à cultiver des tomates et à partager ses recettes familiales. Mon collègue Jordan et sa femme sont devenus mes contacts d'urgence. Ces relations n'étaient pas conditionnelles à ce que je pouvais fournir ou à la manière dont je pouvais servir les besoins des autres. Elles étaient basées sur le respect mutuel, les intérêts partagés et le souci authentique, le fondement de liens sains que je n'avais pas pleinement expérimenté dans ma famille d'origine. J'ai même recommencé à sortir avec des gens après avoir mis ma vie personnelle en attente pendant le stress du procès. Rien de sérieux au début, juste des cafés et des visites au musée, s'ouvrant lentement à la possibilité de partager ma vie avec quelqu'un. Finalement, j'ai rencontré Daniel, un professeur d'histoire au lycée avec des yeux gentils et une confiance tranquille qui me mettait à l'aise. Lors de notre 3e rendez-vous, quand j'ai prudemment partagé l'histoire du procès de ma famille, il n'a pas répondu avec incrédulité ou sympathie maladroite. Cela a dû être incroyablement douloureux, a-t-il dit. Merci de me faire assez confiance pour le partager. Au fur et à mesure que notre relation se développait, j'ai apprécié la façon dont Daniel comprenait mon besoin d'indépendance et d'autonomie financière sans le prendre personnellement. Ta maison est une réussite dont tu devrais être fier, a-t-il dit la première fois que je l'ai invité. Je suis honoré d'être le bienvenu ici. 2 ans et demi après le procès, je peux honnêtement dire que je suis en paix avec ce qui s'est passé. L'expérience, bien que douloureuse, m'a enseigné des leçons inestimables sur les limites, la valeur de soi et le véritable sens de la famille. J'ai appris que parfois les limites les plus difficiles à fixer sont avec ceux que nous aimons le plus. Que dire non ne fait pas de vous un égoïste, cela vous rend honnête sur ce que vous pouvez donner sans ressentiment ni préjudice pour vous-même. J'ai découvert que ma valeur ne se mesure pas à la quantité que je sacrifie pour les autres, mais à la façon authentique dont je vis selon mes valeurs. Que le véritable amour, qu'il vienne de la famille, des amis ou des partenaires, ne s'accompagne pas de conditions ou d'attentes de sacrifice de soi. Plus important encore, j'ai découvert que la maison n'est pas seulement une structure physique de bois et de pierre. C'est un espace où l'on se sent valorisé, respecté et libre d'être soi-même. Parfois, cela signifie créer une distance avec ceux qui ne peuvent pas offrir cette sécurité, même s'ils partagent votre sang. Si mon histoire vous touche, sachez que vous n'êtes pas seul à faire face à des attentes familiales qui semblent déraisonnables ou à des limites qui sont franchies. Vous avez le droit de créer une vie qui vous apporte joie et paix, même si cela signifie décevoir les autres qui ont leurs propres agendas pour vos ressources ou vos réalisations. Vous êtes-vous déjà trouvé à devoir tenir tête à des attentes familiales qui semblaient déraisonnables? Ou vous êtes-vous retrouvé toujours attendu pour être la personne responsable pendant que d'autres étaient sauvés?
Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a aidé à vous sentir moins seul dans vos propres luttes familiales, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour plus d'histoires sur la navigation dans les relations complexes et la découverte de votre propre chemin. Merci d'avoir écouté mon parcours de la trahison à la construction d'un vrai foyer, à la fois la maison physique pour laquelle j'ai combattu et le sanctuaire émotionnel que j'ai créé en moi.